Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous restons à la maison et nous allons parler d'épicerie, de livraison et de climat. Avec la crise sanitaire, et ça a démarré bien avant cela, les Québécois sont très nombreux à utiliser les services de livraison pour se faire porter toutes sortes de choses, à commencer par leur épicerie, pandémie oblige. Comme Amazon et les autres compagnies de distribution restent plus populaires que jamais avec leurs innombrables colis à livrer, nous pouvons voir une multitude de voitures et de camions sillonner à toute heure les municipalités de la province, ce qui n'est pas bon pour la planète. Le vélo gagne du terrain dans de nombreuses métropoles avec la construction de pistes cyclables. Ce mode de transport change le visage des villes et également la mobilité que nous connaissons. Depuis peu, les vélos cargo arpentent les rues de Montréal. Ce sont des véhicules légers et électriques qui n'émettent donc pas de GES, de gaz à effet de serre, et sont donc une bénédiction pour le climat. Les vélos supplanteront-ils les camions en ville? Pour le savoir, restez à l'écoute. Pour parler de mobilité durable, de transport et de climat, et donc de vélo cargo, je suis en compagnie de Tommy Mestas, analyste en mobilité urbaine chez Jalon. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du vélo cargo. On a commencé à en voir rouler dans les rues de Montréal. Est-ce que l'avenir du commerce, c'est dans le vélo cargo? Le vélo cargo, on n'a rien inventé de très original. C'est les Européens, au début du XXe siècle, qui l'ont utilisé. Ça s'est fait détrôner par le moteur à combustion et par la voiture. Mais aujourd'hui, on voit à Montréal et en Europe que le vélo cargo regagne en popularité pour avoir justement cette mobilité à échelle humaine qui est la définition propre en fait du commerce local. Oui. Le vélo cargo, un vélo cargo, ça ressemble à quoi? Pour ceux qui en ont jamais vu. Alors, en fait, il y a énormément de vélos cargo différents. On peut en avoir à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues. En Allemagne, il existe même des vélos qui s'appellent Velov et qui sont à 6 roues. C'est des roues alignées? C'est des roues comment? Un peu comme soit c'est des 2 roues alignées, soit c'est des 3 roues comme un tricycle. Sinon, on va commencer à imaginer les choses comme des voitures un peu modifiées, plus légères. Et en fait, c'est le même principe que le vélo, mais avec des caisses pour transporter des marchandises, des colis, des denrées, des légumes frais, des œufs, du fromage. On peut appliquer ça au transport de toutes les marchandises et tout ce qu'on pourrait imaginer. Et aujourd'hui, il y a même des parents qui accompagnent leurs enfants en vélo cargo et qui transportent leurs enfants pour les amener à l'école comme ça. Les vélos cargo, les vôtres, ce sont des vélos cargo électriques? Exact. Jalon ne possède pas actuellement de vélo cargo. On travaille avec des entreprises de livraison comme Purelator qui s'est équipé de vélos cargo, donc à 3 roues électriques. Mais il y a aussi des entreprises comme Chasseur Courrier qui ont des vélos cargo non électriques et donc qui pensent que, et ils ont tout à fait raison, et là encore une fois on arrive dans différentes pensées. Par exemple, l'hiver, les batteries sont moins fiables, donc on va prévoir un vélo cargo non électrique. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'il est tout à fait fiable, donc on va prendre des vélos cargo électriques. En fait, c'est un peu comme tous les domaines, je dirais. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les besoins, et pour toutes les tailles de marchandises à transporter. Oui, justement, est-ce qu'on peut déménager avec un vélo cargo? Est-ce que on peut mettre... est-ce qu'il y a des limites? C'est quoi les limites de transport pour des gros objets ou des lourds objets? Actuellement, il n'y a aucune limite pour transporter des objets. La limite, en fait, est sur la limite légale et sur le vélo cargo. Donc, limite de sécurité avec une limite de vitesse, capacité de freinage, de pédales, de frein. Et on peut tout à fait transporter un déménagement en vélo. Il y a des compagnies qui le font à Montréal, ils le font aussi en Europe. Ça se fait très bien.
mais on peut transporter tant un écran de télévision qu'un frigo, que juste une palette de marchandises ou bien une boîte d'œufs. Oui, la pandémie a vu le retour en force du vélo. Il y a eu une demande de beaucoup de citoyens pour reprendre, pour se déplacer, puis se déplacer loin du métro et des autobus finalement. Donc, comment a démarré votre projet? Je suppose que c'était pas juste au mois de mars dernier. Ça fait longtemps que vous réfléchissez à ce projet-là, Colibri. Oui. En fait, le projet Colibri a démarré suite à une étude qui a été réalisée en 2018 pour répertorier, les pistes de solutions pour réduire les nuisances causées par la livraison urbaine. Grossièrement, on appelle ça les externalités négatives. Donc, un camion qui circule dans la rue, c'est des émissions de polluants, c'est une pollution sonore, visuelle, olfactive. Il y a un risque pour les autres usagers de la route, les usagers vulnérables. Et donc, on a voulu répertorier toutes les pistes de solutions qui allaient favoriser donc, la réduction de ces externalités négatives. Et on avait identifié le concept de mini-hub plus de vélo-cargo comme étant prometteur. Est-ce qu'il y avait d'autres voies que vous avez explorées, à part le vélo-cargo, à part le vélo? Oui, il y avait... en tout, je crois qu'il y avait 28 autres pistes de solutions, mais on a décidé de tester le concept de mini-hub plus vélo-cargo, parce que c'était celui qui avait le plus d'opportunités, qui était le plus facile à mettre en place, et c'est celui qui avait aussi le plus d'effets positifs en peu de temps. On pouvait voir les gains d'efficacité et la réduction des camions, si on peut dire ça, le plus rapidement possible. Et puis, donc le projet a été inauguré par Valérie Plante en septembre 2019. Et en fait, l'arrondissement Ville-Marie est venu nous contacter parce qu'il voulait valoriser l'ancien site de la gare d'autocar de Montréal. Et donc, c'est à partir de là qu'on a réalisé notre projet. Parce que ça vous prend un endroit pour tous ces vélos, pour toute cette flotte de vélos cargo. Exact. En fait, le projet Colibri, c'est pas uniquement l'utilisation de vélos cargo, c'est l'utilisation d'un espace, donc d'un entrepôt par exemple, aujourd'hui qu'on mutualise avec les différents acteurs du projet. Et en fait, cet espace, ça va être le point d'où tous les camions des différents centres de tri en dehors de la ville vont venir déposer les marchandises, qui sont soit déjà triées selon les tournées, soit qui vont être triées sur place. Et ensuite, c'est des vélos cargo qui vont faire le dernier kilomètre, ce qu'on appelle. Oui, le système de livraison du dernier kilomètre. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, on parle du premier kilomètre et du dernier kilomètre. C'est la chaîne logistique. De transport. Ça paraît un peu compliqué, mais en réalité, c'est tout à fait simple parce qu'on le fait presque tous les jours. C'est comme si on allait se déplacer d'un endroit à l'autre. Un commerce, lorsqu'il va expédier quelque chose, ça va être le premier kilomètre. On peut utiliser le vélo cargo pour aller cueillir quelque chose et le déposer quelque part. Le dernier kilomètre, c'est quand on a tout réuni, tous les colis, par exemple à l'extérieur de Montréal, où on a trié selon les arrondissements ou selon les codes postaux. Et ensuite, on va déposer tous ces colis en un seul point, donc qui est le mini-hub, et pour après faire le dernier kilomètre en vélo cargo. C'est vraiment le dernier kilomètre, c'est ce qui s'apparente à lorsque le camion quitte le site de tri jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte du client ou du consommateur. Aujourd'hui, sans le projet Colibri et sans les nouvelles pratiques de livraison urbaine, tout cela est réalisé en camion. Des petits camions, oui. C'est ça, c'est des petits camions ou des plus grands camions. Et aujourd'hui, on coupe cette chaîne en deux. La moitié est utilisée donc en camion pour aller jusqu'au centre de tri, le mini-hub. Et après, on fait la dernière portion du dernier kilomètre en vélo cargo. Oui. Comment c'est possible de se passer de camions en ville? Parce que c'est sûr que quand on les voit, les camions, on se dit, ils prennent de la place, ils vont lentement, puis comme vous l'avez dit, ils sont source de nuisances et évidemment de gaz à effet de serre aussi, c'est pas bon pour le climat. Mais est-ce que c'est vraiment possible de se passer de camions en ville pour les livraisons?
qu'il y en a tellement, on mange tellement. Et oui, encore une fois, je dirais que c'est comme tous les sujets de science, en fait. C'est jamais blanc ou noir, c'est jamais l'un ou l'autre. C'est plus du cas par cas. Actuellement, on peut livrer des matelas, des déménagements, comme on disait tout à l'heure. On peut livrer de la nourriture en vélo-cargo. Il va juste falloir changer les pratiques de chaque entreprise. Et changer les pratiques de chaque commerce, c'est un pas à la fois. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut tout livrer, même des matériaux de construction. En Europe, il y a des pratiques comme ça. Après, c'est sûr qu'on aura toujours besoin des camions pour certains types de produits qui vont être livrés. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comment les vélos aident à la réduction de GES? Justement, c'est une des grosses nuisances. Comment cette mobilité plus durable, finalement, peut aider le climat? Un vélo, concrètement, ça remplace combien de camions ou combien? Avez-vous des chiffres pour nous convaincre? Oui, bien sûr. Alors, dans le cadre du projet Colibri, on a un gros travail de récolte de données pour comparer avant, quand c'était livré en camion, et après, quand ça a été livré en vélo-cargo. Donc, si on considère le dernier trajet des camions, donc le dernier trajet, dernier kilomètre, jusqu'au pas de la porte, on va remplacer la moitié de cette portion, comme je l'expliquais. Au lieu de faire centre de tri jusqu'à la porte, on va faire centre de tri mini-hub en camion. Le reste va être fait en vélo-cargo. Donc, ça veut dire qu'on enlève entre 50 et 75% des GES de cette portion. Mais il faut être honnête, sur l'ensemble de la chaîne logistique, ça ne représente pas forcément grand-chose. Aujourd'hui, un produit va être construit ou va être fabriqué en Asie, en Europe, en Amérique du Nord. Puis il va faire le tour de la Terre pour être assemblé ou pour être livré. Et donc, on enlève l'équivalent de quelques kilomètres de GES. De fin, finalement, c'est ça. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on s'attaque. Le projet Colibri ne s'attaque pas que au GES, même si on parvient à réduire. Comme je disais tout à l'heure, on réduit les externalités négatives. Donc, on réduit la présence des camions dans les zones denses. On améliore la qualité de l'air, on réduit le bruit et on réduit surtout les risques liés à la cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les camions. Oui, c'est plus que finalement juste le climat. Donnez-moi des exemples de commerces qui utilisent ces vélos-cargo. Dans le cadre du projet Colibri, les expéditeurs ne savent pas que c'est livré en vélo-cargo. Les Purolator, oui. C'est pas que c'est caché, mais ils n'ont pas la capacité de faire le choix. Je veux que ça soit livré chez mon client en vélo-cargo, ou le client n'a pas le choix de dire je veux être livré en vélo-cargo. C'est les entreprises de livraison qui ont fait un pas en avant en disant je veux participer à un projet comme ça dans le centre-ville de Montréal. Je vais livrer en vélo-cargo. Et quel commerce les utilise alors? Parce que vous avez les chiffres, vous êtes capable de retracer. Est-ce qu'il y a plus, par exemple, de commerce d'alimentation ou est-ce que c'est plus Amazon, ce qu'on se fait livrer par Amazon, qui est susceptible de passer par les mains de quelqu'un qui roule en vélo-cargo? On peut livrer du Amazon en vélo-cargo, on peut aussi livrer des commerces. Par exemple, pendant la crise de la Covid, les partenaires du projet Colibri se sont rassemblés pour créer une initiative avec la ville qui s'appelait la livraison arc-en-ciel. Et donc, ils ont proposé une solution de livraison jour même aux différents commerces de Montréal. Et en fait, c'est pour aider les commerces donc, à survivre et à donner accès à des produits frais et à des produits de qualité, des produits locaux surtout, aux Montréalais. Et dans ce cas-là, il y a eu tant de l'alimentation, il y a eu beaucoup de ventes de chaussures, beaucoup de ventes de sport, et énormément de ventes de culture avec des livres, beaucoup de livres. Après,
Beaucoup de ventes de culture, de livres, d'équipements. De tout ce que les gens avaient besoin. Concrètement, pour que les gens comprennent bien, c'est souvent des produits donc qui viennent de l'autre bout de la planète. Si on fait comme le chemin du produit fabriqué jusqu'à ici, pour voir quelles sont toutes les étapes. Donc, imaginons, ça se fait en Chine, on va dire, j'ai besoin d'un nouveau casque de vélo. Il se fait en Chine, malheureusement. Donc, il va être fabriqué là-bas, mis en boîte. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il va être fabriqué là-bas, mais la matière première peut venir d'autre part. En premier lieu, donc on rajoute encore une étape. Il va être fabriqué, donc on va dire en Chine. Il va être empaqueté, ils vont être transportés sûrement en paquebot ou en navire ou en avion ou en navire vers des destinations stratégiques. Si c'est Amazon qui va vendre ce casque ou un autre site commerçant, il va arriver dans des entrepôts donc placés stratégiquement aux bordures des autoroutes à côté des grandes villes. Ensuite, une personne va décider qu'elle a besoin d'un nouveau casque de vélo. Elle va porter la commande. Le casque donc va être déplacé jusqu'à un autre centre de tri qui se rapproche un peu plus de la ville. Puis après, c'est un autre prestataire de service qui va aller chercher ce casque, qui va aller chercher tous les autres articles qui sont dans le même secteur. Oui, ça se fait en camion ou ça se fait déjà en vélo cargo? Tout ça se fait en camion, c'est des gros volumes. En fait, au fur et à mesure qu'on passe de la première étape, donc on récolte le casque qui a été fabriqué jusqu'à la fin, on est dans des énormes volumes et ça s'affine en fonction de la précision. Plus on avance dans la file et plus c'est des petits volumes. Oui, et des adresses. Et à un moment donné, ça arrive donc à votre pôle de mobilité? C'est ça, donc ce casque, en avant-dernière étape, va arriver en centre de tri en bordure de Montréal. Ensuite, un camion va être rempli de marchandises et de colis. Il va venir directement au site Colibri, donc, qui est à côté des Jardins Gamelin. Et il va tout décharger. Les entreprises de livraison qui sont associées à ce camion, type Purolator, vont décharger, vont ordonner leur tournée dans le caisson du vélo cargo et après vont partir faire une tournée. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Donc, quels sont les bons points et les écueils pour une ville comme Montréal, une métropole, pour circuler, pour faciliter peut-être tout ça? Donc en fait, ça va être plus une stratégie globale qui doit être prise par les entreprises de livraison qui font l'effort de changer leurs pratiques. Et ça va être aussi au niveau politique de favoriser le changement de pratique. Par exemple, l'implantation de rues piétonnes pour favoriser l'usage du vélo cargo et donc donner un avantage aux entreprises de livraison qui livrent de manière décarbonée. On parle aussi de rues ou de zones à moindre émission, donc où certains véhicules ou certains camions ou voitures ne pourraient pas circuler selon des tranches horaires, et donc il y aura uniquement les vélos cargo. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer le bon contexte de manière à ce que les entreprises trouvent leur compte pour changer leur habitude, leur pratique de livraison. Oui, parce que je suppose qu'il y a des facilitateurs et des résistances, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on a réussi à prouver avec des données, on continue la récolte de données, mais on voit que l'utilisation du vélo cargo dans un certain contexte en centre-ville, donc en zone dense, est moins chère pour les entreprises de livraison, plus efficace et beaucoup moins dangereux pour tous les autres usagers de la route, et beaucoup plus agréable aussi pour la personne qui livre, parce que sinon elle est toute la journée dans un camion. On a tous déjà été arrêtés par un camion de livraison dont le livreur allait juste descendre un colis. C'est pas agréable pour les voitures qui sont derrière, c'est pas non plus agréable pour lui qui se sent obligé de bloquer la route ou de se garer en double file. Oui, et l'hiver,
On a oublié de parler de l'hiver. Oui, donc on a fait un hiver avec le projet Colibri. Il n'y a rien d'exceptionnel qu'on ait réussi à passer l'hiver, parce qu'en fait, c'est les entreprises de livraison donc, qui ont tous les mérites. Eux, ça fait plusieurs années qu'ils livrent en vélo cargo l'hiver. Donc, on a déjà réussi à prouver que c'est faisable. Aujourd'hui, toutes les entreprises du projet Colibri vont continuer à livrer l'hiver. On a juste besoin d'avoir plus d'équipements en vélo cargo. C'est-à-dire que les vélos cargo aujourd'hui sont conçus en Europe et sont importés depuis l'Europe. On n'a clairement pas les mêmes contextes hivernaux. Mm-hmm. Et donc ils sont plus fragiles au froid, c'est ça? Ils sont moins adaptés au froid. Si on veut rentrer dans la technique, les garde-boue sont moins larges pour laisser passer la neige et il faut des chauffe-batteries. Actuellement, avec les équipements qu'on a à Montréal, on arrive à le faire. On arrive à livrer en vélo cargo de manière tout à fait efficace et sécuritaire et de manière agréable pour le livreur. On pourrait aller encore plus loin. Et c'est une des initiatives de Jalon Montréal, justement, c'est de vouloir créer une filière locale de vélo cargo de manière à proposer aux entreprises de livraison un matériel, donc un vélo qui soit parfaitement adapté à la pratique du vélo cargo en hiver et en cas de saison en fait. Oui. Jalon, c'est un organisme à but non lucratif qui fait quoi? Exact. Alors en fait, Jalon, c'est aussi connu sous le nom de l'Institut des transports électriques intelligents. Et donc c'est un OBNL dont la mission est de provoquer et accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. On intervient principalement sur les domaines de mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine, mais aussi aménagement urbain. Il y a déjà beaucoup de gens le vélo, c'est de plus en plus populaire, et on va dire même avant la pandémie, mais la pandémie a accentué un petit peu ça. On parle beaucoup de construire des pistes cyclables, etc. Mais ça peut pas vous aider parce que je pense pas qu'un vélo cargo circule sur une piste cyclable, si? Si, au contraire. Aujourd'hui, on peut circuler sur les pistes cyclables avec un vélo cargo. Les entreprises de livraison le font quand il n'y a pas trop de monde, parce que dans une situation normale, un lundi matin, à 8h30 sur Berry ou sur Rachel, on peut souvent avoir plus de trafic en vélo qu'en voiture, ce qui est une bonne chose. Mais justement, l'agilité, l'efficacité des vélos cargo est expliquée par l'agilité de pouvoir aller tant sur les pistes cyclables que sur la route, et aussi de se stationner extrêmement rapidement, ce qui n'est pas du tout le cas d'un camion. Oui. Est-ce que ça risque pas de remplacer une congestion par une autre? Dans les pistes cyclables? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de vélos cargo que de vélos, donc de personnes qui se déplacent en vélo. Après, on mise sur le bon jugement des livreurs en vélo cargo pour aller sur la route dès qu'ils le peuvent. D'ailleurs, ils préfèrent aller sur la route parce que c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, un vélo cargo ou un vélo électrique peut aller à 32 km/h. C'est extrêmement rare qu'ils aillent à 32 km/h. Aujourd'hui, la vitesse moyenne, c'est 15 km/h. Et je ne pense pas qu'il y ait un futur problème de congestion avec les cyclables, surtout avec les nouveaux aménagements qu'on commence à découvrir, comme le REV, le réseau express vélo, donc qui permet un accès nord-sud pour les livreurs en vélo cargo ou les cyclistes. Oui, ça va faciliter. C'est ma dernière question. Est-ce qu'il faut justement changer la réglementation ou changer les mentalités pour cette transition-là? Remplacer les camions par des vélos cargo? Je pense que tout est intimement lié, comme votre précédente question de quelles seraient les bonnes pratiques pour favoriser le vélo cargo. D'un point de vue politique, plus d'aménagement de mobilité active ou de mobilité décarbonée, qui va favoriser donc les entreprises de livraison à faire le choix de passer en vélo cargo, par exemple. Les personnes qui étaient en voiture vont peut-être vouloir aussi être en vélo. Et en fait, c'est le changement de mentalité.
les changements de pratiques des entreprises, une volonté de consommer plus local. Comme je vous ai expliqué, la chaîne logistique, aujourd'hui avec la mondialisation, est extrêmement longue. Dès qu'on est en local, c'est beaucoup plus court, donc c'est moins énergivore, c'est beaucoup plus rapide. Et donc c'est ça, changement de pratique, changement de mentalité et changement et amélioration des aménagements. Urbain et un peu de réglementation aussi pour faciliter tout ça, c'est ça? C'est ça. Et de la réglementation pour cadrer quand même, pour éviter qu'il y ait des mauvais tirs ou des problèmes, et aussi pour favoriser l'innovation dans ce sens-là. Oui, mais merci beaucoup. On était en compagnie de Tommy Mestas, qui est analyste en mobilité urbaine chez Jalon, qui nous expliquait l'inspiration du projet Colibri de Jalon, qui sont les vélos cargo de livraison. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie Lagueux-Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. J'espère que vous avez aimé cette émission. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VN. Écoutez-nous, nous avons aussi des rediffusions tout au long de la semaine et de la programmation. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Portez-vous bien, bonne semaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats et avec son accent chinois il dit comme ça: disco up, disco down, this we're not sure we have to do another time. Disco up, disco down, I like CDMA microarray. Pas un mot de son exposé en français, même chose depuis qu'il est engagé. Oh yeah. Les réunions de la bourse se font en anglais, même s'il est le seul à le parler. You know. Thousands that go up and down, we teach stimuli. You, the next candidate on, the gene is right. Pendant que Dr. Roy